Alors, je pense que c'est difficilement aujourd'hui que l'Organisation des Nations Unies pourra influencer en Côte d'Ivoire la tenue d'une élection. Surtout à moins d'un mois de cette présidentielle-là. Concrètement, quand je regarde l'action les actes qu'il pose, quand je regarde les rencontres qu'il tient, il va recueillir les revendications pour ceux qui sont de l'opposition, avoir le point de vue des structures telles que le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, savoir les dispositifs qui seront mis en place pour cette élection. Est-ce qu'on est sûr que ça peut se tenir en bonne et due forme que les à la date indiquée? Exactement, à date indiquée. Il va rencontrer le parti au pouvoir et le chef de l'État, président de la République. Mais que va-t-il lui dire? Si ce n'est que tout va bien, tout se déroule comme convenu, le calendrier électoral, il est respecté, mais est-ce qu'il est à mesure d'accéder à certaines demandes, comme par exemple Afin Guessan du Front Populaire Ivoirien lui demande de surseoir, de faire stopper le processus électoral en cours? Est-ce qu'il en a aujourd'hui les prérogatives? Est-ce que les Nations Unies même sont à mesure de venir dire à Alassane Ouattara, chef de l'État de la Côte d'Ivoire, que parce qu'il y a tel opposant qui n'est pas sur la liste électorale ou qui ne compétit pas, on doit arrêter le scrutin présidentiel? Ça, vraiment, c'est là où Alamine Fofana a tout raison d'inviter surtout la classe politique de l'opposition au réalisme, pour se dire que finalement, peut-être que la solution serait autre que de vouloir bloquer le processus électoral. Je sais ça, c'est bon. Alors, faut noter que c'est un moment vraiment attendu en Côte d'Ivoire, pour et par l'opposition. L'ONU va venir en Côte d'Ivoire, quelle sera la décision, quelle sera la posture? Beaucoup de personnes attendaient ça. C'est pourquoi aujourd'hui, avec la venue du représentant de l'ONU, tout le monde en parle. Ce qui pourrait être un petit détail dans certains pays, aujourd'hui, est comme un événement, un phénomène dans notre pays. La venue des représentants de l'ONU. Cela prouve d'abord que l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, en l'état actuel, n'est pas encore arrivée au stade où on pourrait être tranquille, où on pourrait aller sans penser à quoi que ce soit. Mais lorsqu'il vient, on se rend compte qu'il va vers certains acteurs importants. Ministère de l'Intérieur, Commission électorale indépendante, partis politiques aussi bien concernés par l'élection directement que ceux-là qui n'ont pas été reçus ou acceptés par le Conseil constitutionnel. Et cette démarche-là prouve qu'effectivement, il est dans son rôle. Maintenant, de l'autre côté, il y a la sortie, la réaction des partis politiques eux-mêmes, qui chacun va donner sa version relativement à la rencontre avec le représentant de l'ONU. Mais ce qu'il faut comprendre lorsqu'on rassemble tout ça, c'est que on n'est pas encore certain d'avoir cette stabilité que tout le monde veut. Parce que cette petite venue du représentant de l'ONU ici en Côte d'Ivoire est en train de créer pour certains, avec, on va dire, de l'extrapolation, le fait qu'on n'aura pas élection, et pour d'autres, qu'on aura cette élection-là avec sérénité et stabilité. Donc pour moi, c'est, dans l'état actuel des choses, une chose qu'il faudrait vraiment... une chose sur laquelle il faudrait vraiment porter l'attention et espérer qu'on aura cette élection tranquille qui est tant espérée. Je comment? Oui. Moi, je me dis... Est-ce que la venue d'un émissaire du secrétaire général de l'ONU devrait susciter autant de passion et de commentaires comme c'est le cas? Pas du tout. D'ailleurs, je regarde la chose dans un sens où je me dis peut-être que c'est l'ONU qui est demandeur ici. Parce que pourquoi? Les législations ivoiriennes, à un moment donné, disent que bon, il n'y aura plus de supervision des Nations Unies. Et on sait que les Nations Unies veulent superviser les élections. Peut-être que l'ONU aussi essaie de se remettre dans cette position d'observateur du processus électoral aux Nations Unies. Peut-être qu'eux aussi, ils ont cet agenda de convaincre et le pouvoir en place et les acteurs politiques. Bon, est-ce qu'on ne va pas nous remettre dans le jeu électoral pour qu'on puisse faire ces supervisions et nous assurer que bon, tout aille bien? Ça, c'est un élément à ne pas négliger. Le second élément, c'est que pour ce type de visite, il y a quand même un travail préalable qui est fait. Ça veut dire que le calendrier de qui il va voir quand il va le voir a été validé en avance. Donc ce n'est pas une menace pour qui que ce soit. Si c'était peut-être une possibilité pour l'opposition d'instrumentaliser cette visite, peut-être que certains sauraient quoi faire pour qu'il n'ait pas à rencontrer
et certaines personnes. Donc, je pense que déjà, ce qu'il fait ici, c'est venir dire que l'ONU s'intéresse au processus, l'ONU veut faire partir du processus et c'est aussi se préparer pour pouvoir réellement jouer le rôle de médiateur entre les acteurs en cas de difficulté. Donc il va voir tout le monde, il écoute tout le monde, il est là au début du processus et en cas de nécessité de discussion, il se mettra en action pour jouer pleinement son rôle. Sinon, d'habitude, les élections se font, c'est pas le représentant qui vient voir, c'est les observateurs qui viennent. Le représentant vient parce que les observateurs ne peuvent pas venir. Donc voilà. À la fin, Wakili, peut-être que certains sont nostalgiques aussi de 2010, où l'ONU a quand même mandaté un certificateur, alors qu'aujourd'hui, on est bien loin de 2010. On est bien loin. Et puis à l'époque, celui qui est là, c'est le représentant Afrique de l'Ouest, c'est Sahel. Il tourne, il doit être basé à Dakar ou à Accra, et souvent quand il tourne à Abidjan, il fait la sous-région. À l'époque, il y avait un qui était à Abidjan permanemment, il était là de façon permanente et ils ont été souvent remplacés durant la décennie des crises. Donc le contexte est différent. Ce que moi j'ai noté à l'issue de l'entretien avec le président du FPI, c'est une sorte de dialogue de sourds. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel est venu à Abidjan pour s'enquérir des préparatifs de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Pour lui, jusqu'à nouvel ordre, l'élection est actée pour le 25 octobre. Ils en ont pris acte. L'ONU en a pris acte. Et il a dit devant le président du FPI, Affi N'Guessan, on peut comprendre les frustrations des uns et des autres. On peut. Face à ces situations, on souhaite que les moyens légaux et pacifiques soient utilisés et que les conditions soient créées pour que l'élection se déroule. Devant le président Affi N'Guessan, il plaide pour le maintien de l'élection et à date et que ça se passe de façon pacifique. Et le président Affi N'Guessan qui lui dit eux doivent être dans une perspective, comment je peux dire, anticipatrice. Il veut le convaincre, il n'a pas pu en privé, il le dit en public. Il y a une crise qui arrive, ça va déstabiliser la sous-région, ça va être plus dangereux, plus dramatique, plus grave que 2010. Il n'a pas pu le convaincre en public, il le dit en privé, il le dit en public, donc il souhaite, au nom du principe peut-être de précaution, de l'anticipation, que l'ONU prenne une résolution pour suspendre le processus, reporter l'élection, il a dit publiquement. Mais c'est parce que son interlocuteur a dit publiquement aussi. Il y avait un dialogue de sourds. Cela dit, il y a bientôt 2 ans au Sénégal, Karim Wade n'a pas été candidat, Ousmane Sonko n'a pas été candidat, l'ONU n'a pas fait des résolutions pour suspendre le processus. Au contraire, lorsque, au vu de ces situations, le président Macky Sall a voulu suspendre le processus lui-même et reporter l'élection, il a été désavoué pour tenir l'élection à date. Par le Conseil constitutionnel. Certes, la Côte d'Ivoire n'est pas le Sénégal, mais il y a d'autres pays où des décisions sont prises. Au Cameroun, je ne sais pas s'il y a un représentant dans la zone, si l'ONU est parti là-bas, Maurice Kamto était un opposant de poids, il n'est pas candidat. Oui, chaque pays a ses réalités. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Oui, en 2010, il y a eu 3000 morts. On peut craindre, on peut avoir peur, mais en même temps, je dis qu'il ne faut pas, comme je l'ai dit souvent ici, prophétiser le malheur et penser que ça va forcément se passer mal. Justement, le représentant de l'ONU vient pour encourager les uns et les autres à ce que ça se passe bien. Pourquoi? Sur quelle base les gens peuvent être convaincus?